La levée de fonds est le passage indispensable pour tout entrepreneur qui souhaite développer son business en faisant un effet de levier pour avoir une accélération. Alors il y a plusieurs types de levée de fonds. Le premier, c'est ce qu'on appelle le pré-seed. C'est vraiment là lorsqu'on est au stade d'une idée, qu'on n'a pas encore vraiment prouvé quoi que ce soit, qu'on n'a pas forcément de prototype ou alors c'est vraiment au début. Et là, c'est une levée de fonds qu'on va faire plutôt avec ce qu'on appelle le love money. Des amis, des connaissances, la famille, des personnes qui nous font confiance et qui va donc investir simplement sur la base de qui vous êtes parce qu'ils croient en vous et ils ne vont pas vous demander des preuves d'exécution. Là, on est dans le précis, ce sont des sommes souvent assez faibles, quelques dizaines de milliers d'euros, ça peut potentiellement monter à 100, 200 000 euros pour les cas les plus importants. Mais là, c'est vraiment la phase qui correspond au tout premier mois de développement et si vous n'avez pas accès à la love monnaie, ça va être plutôt des prêts d'honneur. Il va falloir faire appel à tous les dispositifs que vous proposent les acteurs locaux. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le seed. Le seed, c'est la levée de fonds qui correspond au moment où on a déjà un prototype, au moment où on a déjà effectué un certain nombre de preuves d'exécution. Et là, on va vouloir lever la somme nécessaire pour accélérer, pour pouvoir passer à la vitesse supérieure. Ça peut être quelques centaines de milliers d'euros, potentiellement jusqu'à 1 million d'euros vraiment pour un gros seed. Et là, on fait souvent appel à des business angels, plus rarement à des fonds, mais cela est possible aussi pour des gros seeds à partir de plusieurs centaines de milliers d'euros. Un fonds d'investissement peut se positionner, prendre la moitié ou un tiers, écrire la term sheet et puis ensuite ce sont les business angels qui vont venir compléter le tour. En seed, on va vraiment lever sur la base d'une première preuve d'exécution et d'un plan d'exécution, d'un plan de croissance. Là, il peut y avoir beaucoup de promesses. Finalement, on a réussi à apporter des éléments de preuve sur la capacité de l'équipe à faire les premiers pas et cet argent de seed va justement permettre d'aller plus loin. Il y a après la série A. La série A, c'est vraiment la levée qui permet de financer la croissance réelle et prouvée. Et là, d'une certaine manière, une série A est beaucoup plus difficile parce qu'on est obligé de se baser vraiment sur l'existant, sur les preuves. Et on ne peut pas juste dire, ah bon, on va réussir, on va faire. Non, là, il faut apporter les preuves de la croissance passée et démontrer qu'en rajoutant de l'argent, on va pouvoir accélérer sur une croissance mesurable. Les séries A se font avec des fonds d'investissement puisqu'on parle souvent de plusieurs millions d'euros. Et là, on est dans un exercice qui est beaucoup plus carré, beaucoup plus structuré. C'est dans la série A qu'on commencera à voir plus souvent des banques d'affaires ou des leveurs qui vont venir aider les entrepreneurs. Après, il y a série B, série C, ce sont des tours de financement qui sont en général beaucoup plus importants et qui permettent aussi aux entrepreneurs de pouvoir avoir des premières liquidités, c'est-à-dire de vendre des actions en secondaire. Il y a une partie des investissements qui vont aller dans l'entreprise, on appelle ça le primaire, et une autre partie qui va aller dans la poche des premiers actionnaires ou des fondateurs, on appelle ça du secondaire. Là, c'est beaucoup plus rare et on s'adresse vraiment à des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont quasiment rentables et qui ont en tout cas des niveaux de développement, de chiffre d'affaires et de marché très importants. La levée de fonds n'est pas obligatoire. Il est tout à fait possible de développer son entreprise de manière organique en réinvestissant à chaque fois le fruit des premiers revenus. Dans ce cas de figure, on va aller plus lentement, mais on va garder un contrôle total sur l'entreprise, car il faut bien accepter et comprendre que si on fait une levée de fonds, on ne sera plus seul à bord et il va y avoir un certain nombre de conséquences. La première se situe sur la gouvernance de l'entreprise. Dès qu'on va dépasser le pré-seed, qu'on va être dans le seed ou de manière très claire dans la série A, il va y avoir une gouvernance qui va être mise en place avec un conseil d'administration, avec l'obligation de rendre des comptes, de valider des décisions qui sont importantes ou stratégiques par l'ensemble du board, du conseil d'administration. On n'est donc plus tout seul. Alors c'est complètement normal, mais ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre et accepter. La deuxième chose, c'est que lorsqu'un investisseur rentre, il a pour objectif un jour de sortir et donc d'avoir des clauses de liquidité. C'est-à-dire que lorsqu'on lève des fonds, il faut bien partir du principe qu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va devoir se trouver dans une situation où on va devoir trouver des solutions pour permettre à l'investisseur de sortir. C'est le rôle d'un fonds d'investissement à un moment d'investir, mais aussi de sortir pour permettre un retour sur investissement. Ça, c'est quelque chose qui est très logique, mais qu'il est important de souligner parce qu'il faut que les objectifs de liquidité soient alignés avec les fondateurs. Il y a des fondateurs qui disent « Moi, je suis parti pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est le projet de ma vie, j'ai pas forcément envie de vendre. » Alors dans ce cas, il faudra trouver des solutions, des options pour pouvoir peut-être racheter ses actionnaires, ses investisseurs. Donc c'est quelque chose à bien comprendre. La gouvernance
et la liquidité. Lorsque l'on ouvre son capital à des investisseurs, il faut bien comprendre qu'on aura des responsabilités et des obligations par rapport à tout cela. Une des premières questions qui se pose lorsque l'on décide de lever des fonds est de savoir si on doit utiliser une banque d'affaires, un lever ou pas. La banque d'affaires ou lever a pour objectif de faciliter le process de levée de fonds en travaillant notamment sur le deck, sur l'histoire, sur les chiffres, et puis ensuite en faisant l'interface avec les différents investisseurs afin d'avoir un processus qui soit peut-être plus simple et moins chronophage pour les entrepreneurs. La banque d'affaires ou le lever pour les premiers tours, à savoir seed ou série A, est quelque chose que l'on voit plutôt en Europe, qu'on voit rarement aux États-Unis. Cependant, c'est tout à fait accepté par les différents investisseurs et fonds. Il est cependant recommandé et peut-être plus simple pour une toute première levée de fonds de le faire soi-même. En effet, plus l'entreprise va être jeune et donc plus on est sur du pré-seed de manière évidente ou du seed ou peut-être même de temps en temps de la série A, il est important pour les investisseurs, les fonds d'investissement, les business angels de vraiment être en direct avec les entrepreneurs et pas forcément d'avoir une interface avec un lever qui va créer une sorte d'éloignement et donc retirer de la fluidité dans les échanges. Mon conseil pour votre première levée, surtout si on est évidemment en pré-seed ou en seed, c'est de le faire vous-même. Le recours à un lever nécessite quand même d'avoir un projet d'une envergure assez importante. Déjà parce que le lever ou la banque d'affaires ne fera affaire avec vous que si elle a le sentiment que vous allez réussir et que donc vous avez un projet avec une maturité assez forte. Et aussi, il faut que le montant levé soit important puisque la banque d'affaires va se rémunérer par rapport à un pourcentage du montant levé. Et donc, si c'est pour lever 300 000 €, franchement, ça sert à rien. Ça devient intéressant au minimum à partir d'1 million. Il y a des banques d'affaires qui se rémunèrent uniquement au succès. Il n'y a donc pas de montant fixe à payer quoi qu'il arrive. Le risque est entièrement pris par la banque d'affaires et il est donc normal qu'elle va venir sélectionner ses dossiers puisque elle ne va s'engager que si elle est certaine de réussir à lever. L'intérêt de la banque d'affaires ou du lever, c'est vraiment pour faire gagner du temps à l'équipe opérationnelle et se justifie donc plus particulièrement lorsqu'on est en pleine exécution, lorsque les fondateurs, l'équipe de managers doit absolument être sur le terrain en permanence et donc la banque d'affaires en gérant les différents échanges avec les fonds d'investissement va un peu protéger les fondateurs pour qu'ils puissent se concentrer sur le business. Comment se déroule une levée de fonds? Quel est le process? Quelles sont les différentes étapes? C'est ce que je vais voir avec vous maintenant. Évidemment, il faut savoir si vous avez besoin de lever des fonds, de combien, d'avoir un petit peu une idée de votre stratégie, mais une fois que vous savez où vous voulez aller, la première étape va être de faire une liste des fonds d'investissement ou des business angels que vous souhaitez adresser. Et c'est important de bien cibler, de bien choisir parce que les fonds n'ont pas tous la même thèse d'investissement, ils ne vont pas tous investir au même moment. Il y en a qui vont investir en seed, d'autres en série A, d'autres plutôt en capital développement, donc ça sert à rien d'aller voir un gros fonds qui fait que du private equity si vous venez de vous lancer. Une fois que vous avez sélectionné vos premiers fonds ou premiers business angels, vous allez envoyer ce qu'on appelle le teaser, c'est-à-dire un pitch limité à 10-15 slides qui explique ce que vous faites et qui met en avant les éléments principaux de votre projet. Normalement, après ces premiers envois, vous devriez avoir des retours et vous allez avoir des premiers rendez-vous pour pouvoir faire les premiers pitchs en présentiel ou en visio avec soit un business angel, soit un analyste dans un fonds d'investissement. Si votre projet fait un petit peu de buzz, qu'il est un peu connu, il est aussi possible que vous ayez des appels entrants de fonds qui viennent se renseigner, qui viennent regarder et qui vont venir s'ajouter à la liste. En discutant avec ces fonds ou d'autres BA, en faisant ces premiers calls, ces premiers pitchs, vous allez peut-être aussi récupérer un certain nombre de contacts d'autres fonds, d'autres BA qui vont vous être recommandés pour agrandir la liste des différentes personnes avec qui vous parlez. Alors évidemment, beaucoup de ces premiers meetings ne donneront rien. Vous aurez soit des retours négatifs, soit pas de retour du tout parce que les fonds ne se positionnent pas forcément facilement. Ils préfèrent des fois rester en attente et dire ni oui ni non, donc c'est pas toujours très clair. Mais en tout cas, vous devriez normalement recevoir quelques feedbacks positifs avec des fonds ou des BA qui voudront aller un petit peu plus loin et donc commencer un peu à soulever le capot, regarder votre projet plus en détail et là on est un petit peu dans le second tour des rendez-vous. Ce seront des rendez-vous plus longs. Le premier pitch peut durer peut-être 30 minutes, 1 heure maximum. Là, on va aller dans le détail, on va partager des documents plus importants, le business plan, comme peut-être des documents techniques. Et il y aura des rendez-vous qui seront peut-être un petit peu plus techniques, avec des points d'attention sur des sujets liés à votre projet pour bien comprendre comment ça fonctionne. Vous serez challengé. On va rentrer dans 2-3 meetings, des échanges d'emails. Et à un moment, eh bien, le fonds va se faire une raison et se dire, tiens, ça m'intéresse. Et on va arriver à l'étape de la LOI, de la lettre d'intention ou de la term sheet. Ce sont souvent les fonds d'investissement qui vont l'écrire. Les business angels vont peut-être être intéressés, mais ils vont vous dire, bon, maintenant,
Maintenant, la prochaine étape, c'est d'avoir un lead, c'est-à-dire un fonds qui va vraiment écrire la term sheet, qui est l'étape indispensable pour aller plus loin. Lors d'un tout premier tour en seed, vous avez la possibilité d'écrire vous-même votre term sheet et d'embarquer des business angels dans votre projet. C'est quelque chose qui se fait, la valorisation est fixée par vous-même, les termes sont visés par vous-même. C'est peut-être un petit peu plus difficile parce que dans ce cas-là, les BA ne sont pas rassurés par un fonds, ils se disent bon bah attends, il faut quand même je fasse un petit peu de travail puisque personne n'a fait le travail d'analyse pour écrire la term sheet, c'est quelque chose qui a été fait en interne, mais ça fonctionne. Moi j'ai moi-même investi dans des projets où la term sheet a été réalisée en interne, c'est donc tout à fait quelque chose de possible. Par contre, il faut avoir quand même un sacré réseau, connaître beaucoup de BA, connaître beaucoup d'investisseurs pour mettre tout le monde dans un petit train et les aligner, c'est quand même pas non plus évident. Si vous avez la chance de recevoir une term sheet, une lettre d'intention ou même deux, ça peut arriver, mais c'est rare, souvent c'est une seule, alors vous avez évidemment la possibilité de l'accepter ou pas, mais si vous l'acceptez, si vous la contresignez, alors on rentre dans un processus de due diligence qui peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend, ça va être un processus d'exclusivité. Le fonds s'engage à regarder de bonne foi votre projet et vous vous engagez de discuter uniquement avec ce fonds. Comme ça, les choses sont claires. Et là, on va vraiment regarder votre projet dans tous les sens, on va ouvrir toutes les data rooms, regarder les documents administratifs, comptables, financiers, juridiques. La complexité de la due diligence, de ces vérifications, de ces audits dépend évidemment de la maturité de votre entreprise. Pour un seed, ça va être plus simple que pour une série A ou pour une série B. Et c'est donc un travail qui est fait par le fonds qui permet de s'assurer que tout va bien. Et c'est pour ça que lorsque vous avez une term sheet et un fonds qui va faire tous ces audits, cela peut rassurer les business angels qui eux n'ont pas envie de travailler, de vérifier s'il n'y a pas des problèmes qui sont cachés à droite, à gauche, à n'importe quel niveau. Et donc ce fonds fait ce travail. Et c'est pour ça que quand vous avez un lead, tout le monde va se mettre derrière de façon beaucoup plus simple. On profite aussi du temps de ces audits pour écrire toute la documentation juridique du tour et notamment le pacte d'actionnaires. C'est là où on va parler de la gouvernance, de qui décide quoi, comment, qui est au board, quel type de décision. Au-delà de la valorisation de l'entreprise, l'existence de telle ou telle clause de liquidation préférentielle, de ratchet, etc. peut rendre le tour plus ou moins intéressant pour les fondateurs. Une fois qu'on est d'accord, arrive le closing, c'est un moment où on va tout signer, on signe toute la documentation juridique du tour, assemblée générale, pacte d'actionnaires, et une fois que tout est signé, l'argent va être viré sur les comptes en banque, et une fois que tous les fonds sont arrivés, on peut constater que le tour de table, la levée de fonds est finalisée, c'est terminé, l'argent est sur le compte et là, le boulot commence. Quelques conseils pratiques pour mieux réussir sa levée de fonds tirés de mon expérience. Lorsque vous êtes en recherche de business angel ou de fonds, que vous essayez de les contacter, une introduction est beaucoup plus puissante qu'un simple email. Surtout pour les BA. Un fonds a pour objectif de trouver des projets et donc va regarder votre deck. Un BA, lui, c'est pas vraiment son obligation ou son métier d'être en permanence à l'écoute et de devoir regarder tout ce qui arrive. Arriver avec une introduction vous permettra d'ouvrir les portes beaucoup plus facilement. Une bonne stratégie pour y arriver est donc d'avoir un réseau d'entrepreneurs, amis ou autres que vous avez croisés, rencontrés, qui ont eux-mêmes levé des fonds, qui connaissent déjà des fonds, des business angels et qui peuvent vous faire des intros. N'attendez pas de lever des fonds pour commencer à discuter avec des fonds d'investissement ou des BA. Une bonne stratégie consiste à rentrer en contact avec eux en avance de phase. Alors certes, si c'est pour lever des fonds en pré-seed ou en seed et que vous avez encore rien, bon, ça ne sert pas à grand chose, mais pour préparer une série A par exemple, il est tout à fait légitime de commencer à parler avec des fonds ou des BA, de leur montrer ce que vous faites et d'avoir comme ça des rendez-vous de temps en temps pour les mettre à jour sur l'état de l'avancée de votre business, de votre technologie. Comme ça, le jour où vous êtes prêt pour lever, eh bien ce sera beaucoup plus facile, les fonds connaîtront déjà votre projet, ils auront déjà un historique et vous allez gagner beaucoup de temps. Devez-vous mettre dans la boucle un fonds d'investissement corporate, c'est-à-dire le bras armé d'investissement d'un grand groupe? Alors, cela peut avoir beaucoup de sens si vous êtes dans une industrie bien particulière et que vous avez un acteur industriel, un grand groupe stratégique qui pourrait monter à votre capital. Cependant, attention, si vous faites monter à votre capital un grand groupe dans votre industrie, vous allez être réputé comme très proche de ce grand groupe et donc vous aurez des difficultés à travailler avec des concurrents de ce grand groupe. Une bonne approche serait d'en avoir deux différents qui vont s'annuler l'un l'autre et qui ne vont pas vous marquer au fer rouge par rapport à ce grand groupe. Il faut aussi bien garder à l'esprit qu'un fonds d'investissement corporate est souvent très lent. Ce ne sont pas des professionnels de l'investissement, souvent ça va être géré par la direction juridique, la direction financière, et il n'y aura pas vraiment des entrepreneurs derrière. Vous allez être face à des grands groupes. Les process de décision sont donc très lents. Enfin, si vous prenez la décision de faire monter à bord un industriel ou un fonds d'investissement de grand groupe,
il est indispensable de discuter de la sortie, d'avoir une clause de rendez-vous. Il faut comprendre la raison pour laquelle le grand groupe va rentrer chez vous. Est-ce que vraiment ils sont en mode d'investissement ou alors est-ce qu'ils sont en mode stratégique? Auquel cas, quid de la sortie? Si vous pensez que cet industriel est quelqu'un qui pourra vous racheter, alors il faut en discuter dès le début. Il faut se mettre des clauses de rendez-vous à 3 ans ou à 5 ans. C'est un sujet qui doit absolument être discuté et qui doit faire partie du pacte d'actionnaires. Car si les règles du jeu ne sont pas claires, vous pourriez vous retrouver dans une situation où l'entreprise fonctionne bien, mais le grand groupe va bloquer toute volonté d'exit ou de nouvelle levée parce que celui-ci se trouve très bien dans cette situation, arrive à vous bloquer d'un point de vue stratégique, mais n'a pas besoin de déployer plus de capital pour faire l'acquisition de l'entreprise. Enfin, dernier conseil pragmatique mais important, vous devez absolument vous faire accompagner par un bon avocat d'affaires pendant tout le process. La rédaction du pacte d'actionnaires, la rédaction de toute la documentation juridique est capitale et vous ne devez en aucun cas laisser la plume au fonds d'investissement, surtout si c'est un corporate.